avec toi, plutôt avec vous, Talibé, pour nous intéresser à Cellou Dalein Diallo qui a reconnu un tantinet qu'il est bel et bien en exil. Qu'il a reconnu un tantinet, peut-être même manifestement, expressement, Ouais. qu'il était en exil. Il a dit à Berlin, en Allemagne, où il était en meeting. Et c'est nos confrères d'Afrique Guinée qui rapportent ces propos. Je vais en lire un bout. Ouais. Je suis poursuivi par la CRIEF avec des charges extrêmement graves qui ne reposent absolument sur rien. Ouais. J'ai des problèmes un peu avec la justice, mais croyez-moi, dit-il, je vais rentrer en Guinée. Je ne veux pas vous donner une date. Je ne peux pas vous donner une date. Ouais. Et c'est là qui est le plus important. Mais je ne peux rester éternellement en exil. Je vais rentrer. Je ne peux rester éternellement en exil. Ça veut dire qu'il se considère déjà en exil. Ouais. Est-ce que, justement... Voilà, une posture que conteste notamment le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, qui estime que voilà, il n'y a pas lieu de faire d'amalgame entre les situations individuelles et les situations politiques. Abakar, même dans votre propre maison. Oui, mais on comprend Ousmane Gawal, il est dans sa posture. Ouais. Mais même lui, quand il est persécuté de sa propre maison, il va quitter partir. C'est ça la réalité. Oui, il y a quand même une évolution dans le discours chez l'UFDG. Parce que jusqu'à date, cabinet peut-être me renforcera dans ce que j'ai dit. Jusqu'à date, de toutes les communications qu'on avait entendues, on disait que Cellou, voilà, il déroulait son agenda à l'étranger, qui n'était pas en exil. Sauf que lui-même, donc dans cette communication à Berlin, voilà, semble passer aux aveux, semble donc reconnaître qu'il est bel et bien en exil. Absolument, il y a une évolution dans le discours de l'UFDG, notamment de Cellou. Et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement l'a utilisé lors de la conférence. Il a dit qu'il entend les gens dire qu'ils sont dans des rendez-vous et qu'à la suite de ça, ils rentreront. Donc dans le discours de Cellou, avant que ces propos-là ne soient rapportés, l'expression exil n'existait pas. Ouais. C'est pourquoi hier je n'a disais jamais existé dans son langage. Effectivement. C'est pourquoi je disais hier que à partir du discours l'interview qu'on a eu avec Sidia Touré ici, le go était donné puisque Sidia a expressement utilisé le nous. Nous sommes bien sûr persécutés. Et moi, j'étais de ceux qui croyaient effectivement que ce nous n'était pas seulement pour Lucidia. Il parlait effectivement de Cellou. Est-ce que c'est ce qui a fait donc que Cellou aussi a compris qu'il fallait aller dans ce sens? Le discours a fondamentalement évolué. Et voyez un peu, on est dans une sorte de guerre par la rhétorique de l'exilé, pas exilé. Et là-dessus, je pense que Cellou, le fait de dire aujourd'hui, d'assumer qu'il est véritablement en exil, et Sidia en le signifiant, on part là dans une espèce de joute communicationnelle qui va... Mais est-ce vrai qu'il est en exil? Et c'est la question que je pose. Est-ce vrai? Si tu permets, cette précision. Bien. La question a été posée d'abord dimanche pendant la synergie au colonel Amara. Il avait dit que non, qu'ils n'étaient pas en exil, ils étaient à des rendez-vous personnels. Donc, vous avez aussi à répliquer, et finalement, c'est celle qui réplique pour reconnaître finalement qu'il est en exil. Et c'est ça là. Pour moi, la question justement, est-ce qu'il est en exil? Oui, il fallait trouver. Il est en exil? Il fallait trouver. Je te pose la question. Oui. Il est en exil, mais ce n'était pas le porte-parole de l'UFDG. Mais pas du tout. Il est en exil. J'analyse. Ouais. Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo trouvaient juste un moyen de sortir de la Guinée. Le moyen a été trouvé. Ils sont persécutés, c'est un secret de polichinelle. Si Kassory savait aujourd'hui qu'il allait mettre 4 mois à la sûreté, vous pensez qu'il allait rester en Guinée? Pas du tout. Mais il allait sortir comment? Non, ça dépend. Ça dépend. Tous les moyens sont bons pour arriver à Mamou ou à Paris. Bien. Alors, Abakar, vous savez, le dossier Air Guinée, pas pour les détails, il y a quand même des têtes plus grosses que Cellou Dalein Diallo. Mais pourquoi lui, c'est lui qui est convoqué? Pourquoi pas monsieur Cheikh Ahmed Camara qui reconnaît tout? Cheikh Ahmed Camara. Camara, bien sûr. Posez la question. Cheikh Ahmed Camara, il est convoqué. Oui, mais il est convoqué. Il n'est pas persécuté. Et là, Mamadou Silla, il est convoqué. Tidiane, comment il s'appelle? C'était Tidiane. Il est convoqué. Même le cas Silla. Mais vous pouvez comprendre que Silla, acheteur, soit aussi persécuté. Ça aussi la réalité. Abakar, la vérité est que cette transition a cessé d'être un fleuve tranquille lorsqu'on a voulu écarter les potentiels candidats à la présidentielle. C'est là où toutes les crises ont commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas parce qu'on veut mettre de côté ceux-là qui sont capables de remporter les futures élections. La vérité, elle est incontournable. Un détail important de la communication de Sidia, il a rappelé que sous Alpha, il a fallu l'intervention de
Brouaka, Jean-Claude Brouaka, à l'époque, Kassi Brou, j'allais dire. Kassi Brou, à l'époque, président de la commission de la CEDEAO, pour qu'il sorte de la Guinée alors qu'il était déjà suffisamment malade. Donc, est-ce que ces hommes, justement, qui peuvent se voir à tout moment interdits de sortir du territoire, n'ont pas fait le choix d'anticiper avant qu'ils ne se retrouvent enfermés dans leur pays et qu'ils ne puissent pas ni exécuter leur agenda de tournée, encore moins aller prendre des soins là où ils en ont besoin. Ouais, c'est le cas tout de même qui annonce qu'il sera bel et bien de retour sans fixer des dates. Absolument. En fait, l'argument de Ousmane Gawal en disant qu'il n'estime pas, quand je parle de il, du gouvernement et de tout le système en place, que ces deux messieurs sont en exil, et à juste titre, parce que je crois que Kabinet l'a rappelé hier, c'est une guerre de communication. Bien entendu. Et c'était un argument là de communication, de prendre les deux au mot, qui jusque-là disaient qu'ils étaient dans des, si vous voulez, des visites personnelles, d'autres des programmes politiques. Sauf que l'argument... Surtout c'est lui qui n'a pas arrêté de dire qu'il était en mission, qu'il était en train de travailler. Qui déroulait son agenda personnel. Exactement. Donc, sauf que l'argument a une courte durée de vie. Parce qu'en fin de compte, les deux évoquent qu'ils sont en exil. Donc, vous ne pouvez plus leur enlever ce sentiment personnel qu'ils sont en exil. Parce que l'exil a des causes. Si vous prenez la définition toute simple de l'exil, dans l'entendement général, l'exil, c'est l'état social, psychologique et politique d'une personne qui a quitté sa patrie volontairement ou sous la contrainte, bannissement, déportation, impossibilité de survivre ou menace d'une persécution et qui vit dans un pays étranger avec ce que cela implique de difficultés, langue, insertion, identité et tout le reste. Donc, j'ai capté là-dedans, persécution. Alors, donc s'ils ont le sentiment... même volontairement. Ils ont le sentiment que politiquement, ils sont persécutés. Judiciairement persécutés, même économiquement, parce qu'il y a les exilés fiscaux et tout le reste. Non, mais économiquement, parce qu'ils ont été délogés, ils ont été expulsés de leur maison, de leur résidence. Persécutés, ils ont ce sentiment qui est une évidence chez eux, donc ils peuvent se considérer à l'exil, parce que toujours sous menace. Donc je pense que cet argument ne passe plus. Il faut trouver un autre argument du côté du gouvernement, peut-être pour dire qu'il faut les rassurer pour qu'ils viennent au pays. Bien. Bref. Avant Cabinet, oui, Babin. Une partie ne peut pas définir le contenu et l'imposer aux autres. C'est le consensus. Il faut qu'on apprenne dans ce pays que dialoguer, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce qu'un pouvoir va vers les autres qu'il a peur. Il faut qu'on apprenne que c'est une grandeur d'esprit démocratique, la capacité que nous avons à mettre les Guinéens autour de la table. Le CNRD a le droit d'avoir sa vision des choses. Mais cette vision qu'il a, il doit la partager avec les autres acteurs autour de la table et discuter. Mais on ne peut pas venir. On dit, nous pensons ça, vous vous alignez ou vous êtes nos adversaires. Ça, c'est la loi de la force. On reste sur le sujet, sur le cassé de la. Oui, justement, vous avez tout à l'heure posé la question de savoir est-ce qu'ils sont effectivement persécutés dans la même veine que Ori. Il s'agit en fait d'une question de perception. Vous voyez un peu, il y a à la fois ce sentiment qui se repose sur des croyances partagées ou même provoquées d'une certaine façon. Vous voyez par exemple le fait que des organisations des droits de l'homme disent aujourd'hui que les libertés politiques et publiques sont entamées. Et vous voyez, même quand on prend le positionnement médiatique, de plus en plus de médias s'interrogent sur le travail effectif de la CRIEF ou même des questions de liberté aujourd'hui. Et là-dessus, vous voyez un peu... Quand on prend, quand Selou dit par exemple, ou Sidia dit qu'ils sont exilés, c'est moins dans peut-être une manière peut-être de répondre en fait au colonel, ou plutôt au colonel Amara ou à Ousmane Gawal, c'est qu'il y a un fait, c'est que l'UFDG ou l'UFR en professant un tel discours, en fait, sert en réalité à rechercher un effet chez le public. Et ce premier public-là, c'est d'abord les militants. Et on appelle ça la réactance. En fait, c'est le fait de se focaliser sur un sujet. C'est la victimisation. Oui,
c'est pas tout à fait. Ça frise. Ça frise un peu le discours victimaire, mais le discours victimaire n'est pas du tout. C'est pas mauvais en soi. Il peut être prouvé. Quand on prend les registres aujourd'hui, il y a bien une raison que Selou et Sidia estiment qu'ils sont persécutés. D'ailleurs, si vous remarquez dans le discours de Sidia, il va jusqu'à dire: je n'ai pas de maison à Conakry. Donc, quand il dit qu'il n'a pas de maison à Conakry, on sait que ceci est la résultante d'une action de justice, d'une action plutôt administrative et qui est pendante devant la justice. Et là-dessus, il fait bien de surfer sur cela. Bien, oui, Mohamed, votre lecture. Non, mais aujourd'hui, le cas de Cellou Dalein Diallo, c'est comme le syndrome de Stockholm. Lorsqu'il y a prise d'otage, après vous sympathisez, vous avez de l'empathie pour les otages. Et après, vous oubliez l'objectif. Aujourd'hui, cette empathie, elle est générale pour le peuple de Guinée, pour Cellou Dalein Diallo. J'ai tout le temps dit qu'il était en exil. Et oui, il est évidemment en exil. Pour ceux qui fréquentent le leader de l'UFDG à Dakar, savent pertinemment qu'il est en exil. Ça ne veut pas dire qu'il est mal logé ou bien qu'il ne vit pas bien, mais il n'était pas prêt à cette situation. Il est sorti de la Guinée pour un voyage et patatras, les problèmes ont commencé à circuler à son absence. Ils ont attendu qu'il voyage. Donc il est en exil forcé. Il n'était pas psychologiquement prêt même si depuis plusieurs discours, et là Cellou Dalein Diallo annonce sa détermination ou ne fait pas litière de sa détermination à rentrer en Guinée. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est faisable. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas rester éternellement en exil. Oui, parce que s'il ne rentre pas en Guinée, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne seront plus candidats tant que le CNRD est là. Parce que c'est ça la vérité. Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, si vous ne rentrez pas en Guinée, c'est que vous ne serez plus candidat. Parce que s'ils continuent d'avoir cette peur d'affronter la justice, s'ils continuent d'avoir cette peur pour affronter les autorités actuelles, je crois qu'ils ne seront plus candidats. On fera faire ça à Faya Milmoro, Dr Makale. Donc ce que tu les recommandes, c'est de rentrer au pays, évidemment. Parce que tant qu'ils ne rentrent pas au pays, croyez-moi, tant que le CNRD est là, si Cellou refuse de rentrer au pays, s'il y a refuse de rentrer au pays, on aura vraiment un autre leader qui va se présenter. Il faut être quand même un Gorga Soussaï quand même. Il faut être un Gorga Soussaï. Mais la tâche n'est pas facile. Oui. Dieu même a dit. Oui. Quand tu cours, la fuite. Il faut venir affronter l'adversité de face. Non, la fuite n'est pas une faiblesse. L'adversité, on l'affronte de face, monsieur. Oui, mais la fuite n'est pas une faiblesse. Dans le cas guinéen, c'est les mêmes Guinéens qui vont dire quand Cellou va afficher peut-être, pourquoi pas, une position d'adversité, on dit oui, il n'aime pas la paix. Mais non, oui, mais c'est cela. Mais non, il viendra, c'est des Guinéens. Abakar, je vais placer juste un mot. Bien. Il y a comme l'impression qu'on est en train de vivre une partie du parti d'Alpha où il disait à l'époque il n'y aura plus d'opposants en Guinée. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposants en Guinée. Société civile, société politique. Il y a des opposants quand même. Pas d'opposants. Faya Milmoro n'est pas opposant. Lassana Kouyaté n'est pas opposant. Dr Makale n'est pas opposant. Non, ceux qui s'opposent réellement aux militaires sont persécutés. C'est ça la vérité. Ils sont plus là. C'est la réalité. Tous ceux qui sont là, ce sont ceux-là qui sont en train de conjuguer avec les militaires. Mais ceux qui sont durs sont en prison ou sont de l'autre côté. À l'étranger. En tout cas, c'est clair. Bien, allez-y, Koumba, pour en terminer. Écoutez, on va faire une lecture aveugle de la situation. Quand on a été enthousiaste à accueillir une jante comme un gamin à la veille de Noël, on doit quand même avoir une peur de l'étudiant en attente du sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a accepté de violer les exigences, les principes démocratiques pour applaudir une jante, pleurer, moi, Koumba, je continuerai à rire. Comment ça, Koumba? Parce que moi, je n'applaudirai pas une jante, parce que je suis pro-démocrate. Ouais, mais tout le monde a... Je vous dis, tout le monde quand même avait estimé à un moment donné le colonel, parce qu'on l'a jugé sur son discours. Oui, on l'a jugé sur son discours. Applaudir. Oui, mais... Quand tu fuyais dans les couloirs ici pendant le coup d'État, moi j'étais là sereinement avec... Non, je ne sais pas, mais tu applaudis. Est-ce que je peux terminer? Tout le monde a acclamé le coup d'État. Moi, je n'ai pas applaudi. Moi, je n'ai pas applaudi. Je ne suis pas d'accord. On a tous salué ce coup d'État ici. On a presque tous salué ce coup d'État, à l'exception de Mohamed Kaba. Écoutez, je parle pour qu'on ne soit pas d'accord. J'en ai pris acte. Mais bien sûr. Je n'ai pas salué, j'en ai pris oui, acte. mais on était devant le fait accompli. On a tous pris acte. On consomme. J'étais parmi les grands supporters. Attention. Mais non, Talibé, mais au départ, on était là. Tous. On a salué des actes posés. Vous vous rappelez, aux premières heures, il y a des actes symboliques très forts qui ont été posés. Par exemple, le fait que nous avons salué. Oui, que nous avons salué. C'est cela. Maintenant, nous avons pris acte du coup, on l'a consommé. Donc, cela ne veut pas dire que nous l'avons
applaudi. Attention, on en a pris acte. Mais c'est non, non, nous parlons de la même chose. C'est les partis politiques qui parlent. Non, la même chose. Oui, Akumba, pour terminer. Les politiques, oui. Voilà. Les politiques, oui. J'étais le plus grand supporter de la jeune. Mais non, mais ici. attendez quand même. Quand on dit que les gens applaudissent, ça ne veut pas dire que les gens sortent dans la rue en tapant les doigts. Mais non, c'est pas ça. Mais dans nos discours, dans les commentaires, on a salué. Personnellement, j'ai salué l'avènement du CNRD. Maintenant, depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce CNRD réussisse aujourd'hui en un laps de temps de s'altérer tout le capital de soutien qu'il avait? C'est la question que se pose. Allez-y. Je peux vous donner une réponse? Tu peux en conclure. Non, je peux vous donner une réponse à votre question? Oui, si tu peux m'aider. Veuillez noter que Voltaire a dit la question n'est pas le problème, c'est la réponse le problème. Bien. Si le CNRD a changé de position et il a commencé à décevoir, c'est tout simplement parce que les acteurs politiques qui ont le droit et le devoir de conquérir le pouvoir pour participer à la gouvernance des institutions de la République ont renoncé à leur mission en applaudissant une junte qui est un échec de la démocratie. C'est ça le problème. Au fait, on ne peut pas violer les exigences, violer les principes et après se mettre à pleurnicher de la conséquence. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci. Alors, nous sommes dans l'escalade verbale. Chaque parti est en train de jouer à la diversion. Et cette diversion, elle n'est nuisible qu'au peuple bénéficiaire de l'exercice du pouvoir. Alors, c'est quoi cette escalade verbale? Le CNRD vous dit qu'ils ont un agenda personnel à eux qu'ils déroulent. Alors que le CNRD sait pertinemment analyser ses actions et cette junte-là a poussé les leaders politiques à sortir du pays. Parce que le CNRD savait qu'on ne peut pas dérouler un agenda aussi occulte en voulant réhabiliter. Oulala, aussi occulte. Oui, parce que vous ne savez pas son agenda, donc il est occulte. Donc c'est la gestion clandestine. Non, donc il est clandestine. Je termine. Ouais. Le CNRD savait pertinemment, conduite clandestine. Pertinemment qu'on ne pouvait pas bander les yeux de Sidia, les yeux de Selou, en déroulant tranquillement son agenda. Donc il fallait jouer aux échecs. Il fallait les contraindre à jouer aux échecs et comme ça, commencer d'abord par les menacer sur l'aspect sur lequel on pense qu'ils sont les plus faibles, c'est-à-dire qu'ils ont acquis des biens de l'État dû à leur position de domination aux époques pendant lesquelles ils ont acquis ces biens de l'État. Donc de ce fait-là, il faut les pousser à l'exil. Ils sont sortis tranquillement en oubliant qu'ils sont plus dangereux que s'ils restaient en Guinée que quand ils sont dehors. Bon, c'est facultatif cette lecture-là. Elle est facultative. Alors, ce que je veux dire, c'est lourd pour qu'on ne dise pas qu'il a fui. Ces militants ont toujours dit qu'il a un agenda. Quand il terminera sa mission, il reviendra. Le CNRD reprend la balle à ce niveau au moment où le CNRD est coincé. Parce qu'aujourd'hui, sur les questions des droits politiques et des questions des droits de l'homme, le CNRD est coincé. Donc, il utilise ça pour dire non, ils sont en mission personnelle. Il a fallu que Sidi prenne le courage sur lui pour dire je suis en exil et je pense que nous sommes en exil. Et nous sommes en exil là comme le nous et notre. Chacun de nous a mis le nom qu'il voudra y mettre. Merci. Donc, ce que je veux dire par là pour être bref et me conclure dans la perturbation, c'est que on a été naïf en applaudissant la junte, pensant qu'on a donné une paire de claques à Alpha Condé, alors qu'on a donné une paire de claques à notre propre avenir. On appelle ça le vilain retour de la manivelle. L'autoflagellation. Le vilain retour de la manivelle, en pleine figure. Et à rappeler ce soutien massif, parce que pour dire que nous n'étions pas les seuls quand même à avoir soutenu l'avènement. Nous, ce n'est pas nous qui sommes dans ce studio. J'essaie de rappeler quand même ces chiffres. J'essaie de rappeler. Moi, en tout cas, je n'ai pas soutenu. Merci pour mon décret, mais je n'ai pas soutenu. Et n'oubliez pas, je rappelle simplement que 63,65% des Guinéens qui avaient été sondés par l'AGSP une semaine après la survenue du coup d'État s'étaient déclarés en faveur de ce coup d'État et avaient dit même que ce coup d'État était venu au bon moment. Voilà, donc pour dire qu'une frange importante des Guinéens avait salué et soutenu l'avènement de ce coup d'État. Allez, on va continuer, Mirado, dans un court instant.